Au début, je savais pas, je connaissais personne dans ce monde de Nova et de ces jeunes, etc. Donc une connexion en amenant une autre. Un jour, un copain il me dit, bah, je connais un type, c'est lui qui a amené la musique trance en Israël. Il est très connecté dans ce monde de Nova, etc. Tu devrais lui parler, tu devrais t'asseoir avec lui. Je m'assois en face d'un type qui s'appelle Omsi. On fait connaissance et je lui raconte le projet. Je dis voilà, je voudrais amener des survivants qui sont musiciens à un survivant de la Shoah. Et en fait, il m'a amené 2 survivants de Nova qui sont musiciens. Et on s'est assis à 3 et on a parlé de musique. On a parlé de guérison à travers la musique et d'espoir. Quel espoir pouvait amener la musique dans ce monde-là. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Il s'appelle Nissim Selam, il est spécialiste de la création digitale, cofondateur de Oh My Concept. Et il a été, comme nous tous, bouleversé par les massacres du 7 octobre. Il a toujours été fasciné par les survivants de la Shoah et il a fait forcément le lien entre les survivants de Nova et les rescapés de la Shoah. Il est avec nous sur le plateau pour nous parler de tous ces projets, notamment d'un très beau documentaire Bone for Life, qui n'est pas encore terminé. Eh bien, bonjour Nissim Selam. Eh bien, Bonjour. alors, c'est vrai qu'on a vécu 2 ans terribles. Et tu as été particulièrement bouleversé par ce qui s'est passé sur le festival de la Nova à Reims. Et forcément, puisque tu travailles sur un documentaire depuis de très nombreuses années consacré aux survivants de la Shoah. Ouais, je travaille depuis plus de 10 ans sur un projet sur les survivants de la Shoah. Et quand il y a eu le 7 octobre, en fait, j'étais bouleversé. Mais au-delà du fait d'être bouleversé, j'ai pensé à un survivant que j'avais rencontré 1 an avant le 7 octobre, qui s'appelle Laszlo Roth, qui est encore vivant et qui a aujourd'hui 105 ans, presque 106 ans. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, en fait, il jouait de l'accordéon dans les camps. Donc il était dans un camp qui était à Auschwitz. Après, il était à Melk. En fait, il a raconté son histoire. Il a raconté qu'au début, il ramassait les corps dans le camp. Il avait une charrette, il ramassait les corps, il les amenait au crématorium. Et ça le troublait énormément. Un jour, il a dit, voilà, je voudrais être sur une liste où je sais faire d'autres choses, je sais jouer. Il avait une formation de musicien. Et la liste, elle est restée comme ça, jusqu'au jour où on a demandé, est-ce qu'il y a des musiciens parmi vous ? Et il était sur la liste. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il s'est mis à jouer dans le camp. De la musique. De l'accordéon. Donc, il y avait un orchestre dans le camp et il y avait plein d'instruments, il y en a qui jouaient du violon, etc. Il a raconté qu'il arrivait en dernier, tout le monde a choisi son instrument et il a joué de l'accordéon dans un camp qui s'appelle Melk. Pendant des moments pas faciles parce que les Allemands exigeaient qu'il y ait de la musique pendant qu'il faisait des horreurs. Et donc à la fin de la rencontre, quand il m'a raconté cette histoire, et il a raconté des détails, parce que c'est un monsieur qui parle 7 langues. Quand je fais des erreurs en hébreu, il me corrige en français. Donc il est incroyable et il a une mémoire assez incroyable. Et à la fin de la rencontre, il a mis ses mains, à l'époque il avait 102 ans, de 102 ans sur son piano et il s'est mis à jouer et il m'a regardé. Et il m'a dit, tu vois, moi, j'ai connu la musique dans le pire des endroits sur Terre. Et quand je suis sorti de cet enfer-là, je me suis efforcé de faire le meilleur avec la musique. Et il m'a raconté comment il avait joué dans les plus grands et les plus beaux endroits du monde, devant des salles incroyables, et qu'il était devenu chef d'orchestre. Et c'est quelqu'un que j'allais voir et que je vais voir encore de temps en temps, et avec qui je parle et avec qui j'échange sur plein de sujets. Et quand il y a eu le 7 octobre, un jour, j'ai assisté à une conférence d'une spécialiste de la Shoah qui expliquait la grande différence entre la Shoah et le 7 octobre pour elle. C'était une spécialiste de la photo. Et elle disait que pendant la Shoah, on a vu des photos en noir et blanc, sans effusion de sang, et que le 7 octobre, les terroristes avaient filmé et qu'il y a eu une effusion de sang. Et qu'ils n'avaient pas hésité, les Allemands avaient, caché les photos. Il y a très peu de photos. Souvent, même les photos qu'on voit d'Auschwitz, le ciel, il est blanc parce qu'ils ont enlevé le ciel parce qu'il était trop noir, il y avait de la fumée. Et moi, quand j'écoute cette dame en train de parler, cette spécialiste, je me suis dit, mais si je devais connecter la Shoah et le 7 octobre, je ne le ferais pas en comparant les horreurs. Je le ferais différemment, je ne savais pas encore comment. Et puis j'ai réfléchi à cette thématique, comment connecter ces 2 événements sans comparer les horreurs et sans comparer non plus, sans dire la Shoah c'est le 7 octobre ou le 7 octobre c'est la Shoah. Et, c'est quand même différent. C'est quand même très différent. Et en fait, j'ai pensé à Laszlo, qui jouait de l'accordéon dans les camps, qui avait mis ses mains sur son piano. Et j'ai pensé que en fait, le Festival Nova, c'était aussi un festival de musique.
Et donc, je me suis dit, musique, en fait, on peut le connecter par l'art, tout simplement. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai amené, donc au début, je savais pas, je connaissais personne dans ce monde de Nova et de ces jeunes, etc. Donc, une connexion en amenant une autre. Un jour, un copain, il me dit, je connais un type qui, lui, c'est lui qui a amené la musique trance en Israël. Il est très connecté dans ce monde de Nova, etc. Tu devrais lui parler, tu devrais t'asseoir avec lui. Je m'assois en face d'un type qui s'appelle Omsi. On fait connaissance et je lui raconte le projet. Je dis, voilà, je voudrais amener des survivants qui sont musiciens, un survivant de la Shoah. Et en fait, il m'a amené 2 survivants de Nova qui sont musiciens. Et on s'est assis à 3. Donc, il y avait les 2 survivants de Nova et Laszlo. Et on a parlé de musique. On a parlé de guérison à travers la musique et d'espoir. Quel espoir pouvait amener la musique dans ce monde-là. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Après, on était 4 mois après le 7 octobre. Alors, du coup, le documentaire n'est pas encore terminé. Je crois que tu as recommencé, tu as interviewé d'autres personnes, pas forcément toujours des musiciens d'ailleurs. Exactement, ouais. Mais bon, c'est très très beau. Moi, j'ai eu la chance de voir la bande-annonce. Il y a des phrases, des échanges hyper profonds entre les survivants de la Shoah et les rescapés de Nova, ou le contraire, comme on veut. C'est les survivants du 7 octobre, en fait, parce qu'il y a, c'est pas que de Nova. Oui, tout à fait. On a une ancienne otage dedans, on a une jeune fille qui s'appelle Ella Benami qui a été la première. Son père, c'est Ohad Benami. Elle a été la première à dire au Khadashoshtem Esrei qu'il y avait un massacre avant qu'elle appelle la Tikchoret. On ne savait pas ce qui se passait. C'est elle qui a été la première à dire voilà, il y a un massacre, il se passe quelque chose. J'ai vu mon père se faire enlever. Je suis en train de me cacher. Elle est restée, je crois, 16 heures cachée dans son mamad. Voilà, donc c'est pas que des survivants de Nova. D'accord, mais bon, en tout cas, c'est très fort et on te souhaite de pouvoir rapidement le terminer pour qu'on puisse avoir la chance de le voir dans son ensemble. Alors ça, c'est vrai que ça t'a mis un pied, on va dire, dans ce monde-là voilà, qui est pas toujours évident à pénétrer. Les survivants de la Nova et aussi, du coup, les otages, forcément, puisque beaucoup ont été enlevés du festival Nova et notamment Youssef Chaim Ohana. On se rappelle bien sûr des images incroyables quand il est sorti, des effusions de joie avec son papa. Ouais. C'est fou, quoi. Alors j'avais rencontré... Alors moi, dans le documentaire, je suis Daniel Charabi. C'est son meilleur copain, Daniel Charabi. Son meilleur ami. Et en fait, Daniel Charabi, on l'a fait se rencontrer avec un monsieur qui s'appelle Menachem Haberman. Menachem Haberman, il a 98 ans. Il était à Auschwitz et c'est un ancien enfant de Satmer, donc c'est un chassid. Il avait des périodes comme ça quand il était petit et lui il a une histoire particulière. Pareil, il était à Auschwitz et il a une histoire vraiment de Emouna qui est très très forte. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des yeshivot entières qui viennent. Des fois, quand je vais chez lui, il y a des gens qui sont habillés tout en noir avec des péotes, des chapeaux, des très grands chapeaux, qui sont assis autour de lui et qui lui posent des questions sur comment c'était avant la Shoah. Parce qu'il a une histoire incroyable dans le monde chassidique et il lui pose des questions. Et le Rébé, il était comme ça, et qu'est-ce qu'il faisait le Rébé, et machin. Et il lui pose plein de questions sur ça. Et donc j'ai fait se rencontrer avec Daniel Charabi et la première chose qu'il a fait, il lui a dit « Je veux te bénir ». Et à chaque fois qu'il le voit, il le bénit. Il lui dit « Merci d'avoir sauvé des gens », parce que Daniel a sauvé 80 personnes le jour du 7 octobre. Ah, ça c'est encore et continue de défendre notre pays, parce qu'on n'a qu'un seul pays en fait. Et voilà. En fait, la rencontre, elle s'est faite comme ça. Maintenant, l'histoire de Daniel Charabi, c'est quoi ? C'est l'histoire que, en fait, il était avec ses copains au Festival Nova. C'est un ancien, il est d'une ancienne unité combattante en Israël, et il était avec son frère. Et quand il y a eu le massacre, quand le massacre a commencé, lui et son frère se sont organisés, et ils ont trouvé un tank. Et dans le tank, il y avait un soldat qui était mort, un tank abandonné. Et en fait, alors c'est vraiment une histoire de James Bond, parce que il raconte qu'il est rentré donc ils sont rentrés dans le tank. Il voit un fusil, il attrape un fusil, il voit les tenders des terroristes arriver et donc son frère essaye de tirer pour se défendre. Et le fusil est enrayé. Et donc, en fait, il se tourne derrière le tank, parce qu'il y avait déjà des gens qui s'abritaient derrière le tank. Il se tourne derrière et il dit « Est-ce qu'il y a une jeune fille qui a de l'huile ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, pas une jeune fille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'huile ?» Alors,
Ce qu'on raconte, c'est qu'il paraît qu'il a essayé de faire démarrer le tank. Oui, il était alors, au téléphone aussi exactement. avec son grand-père. Ouais. Il a appelé son grand-père et il lui a dit, et ça marchait pas. Il lui dit mais t'as conduit un tank pendant la guerre. Comment je fais? Le grand-père il lui dit mais je sais pas, c'est pas les mêmes tanks, etc. Quoi qu'il en soit, il essaye de tirer. Son frère essaie de tirer avec le fusil, ça marche pas. Il se retourne vers les gens qui sont abrités derrière le tank. C'est pas le grand-père qui lui a dit il faut de la vaseline? Non. et il dit est-ce que quelqu'un de lui il a quelque chose? Il y a une jeune fille à qui il avait sauvé la vie qui lui dit moi j'ai un pot de vaseline. Elle lui balance le pot de vaseline, il ouvre le M16, il met de la vaseline partout dans le M16, il le referme et il se met à tirer et son frère donc Neria tue 2 terroristes en les surprenant et c'est comme ça qu'un combat s'engage. Donc il y avait un tank plus une voiture et ils ont sauvé comme ça 80 personnes. Donc ils ont réussi à faire démarrer le tank ou pas? Ça j'ai pas ce détail. D'accord. Mais ils se sont abrités derrière le tank et ils ont sauvé 80 personnes. Donc Neria était au combat, son frère, et Daniel est sauvé les jeunes qui étaient blessés. Donc il a raconté plein de choses. À un moment donné, d'ailleurs, quand je l'ai interviewé, il m'a raconté qu'il avait rentré sa main dans le bras d'un de ses copains qui avait reçu une balle pour lui tenir la veine. Parce qu'il y avait beaucoup de sang. Et un jour, je vais le voir et je vois quelqu'un qui était assis dans son association, qui est en train de rigoler, qui a un énorme trou dans le bras, qui est très... très blessé, quoi. Enfin, c'est cicatrisé, mais il a un trou. Et je lui dis, c'est lui dont tu m'as parlé? Il me dit, oui, voilà. Et en fait, tous ses copains sont là, sont autour de lui, quoi. Et donc en fait, dans ce combat-là, Daniel, il a son meilleur ami qui est pris otage. Ils se prennent un RPG. C'est le fameux Youssef Reim. Voilà. Et donc, à chaque fois que je vais voir Daniel, il me parle de Youssef Reim. Il me dit, Youssef Reim, il est otage, Youssef Reim. Et tous les jours, il me raconte qu'il met les tefilines pour lui. Il me dit, avant, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, je suis d'une mishpacha datia, je suis une famille religieuse. Il a dit, avalani, dati, les filles dati. Moi, je suis dati selon ma... Religieux, selon mon avis, quoi. Voilà, selon mon avis. Et en fait, il a dit, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre les tefilines tous les jours. Et il mettait les tefilines, il me faisait même des stories sur Instagram en disant « Oh, Yosef Rai, Yosef est encore vivant ». C'est une phrase de la Torah où on annonce à Yaakov que son fils, il est encore vivant. Après toutes ces années où il croit qu'il est mort, on lui dit « Ton fils est encore vivant ». C'est fou parce que quand on parle des otages, il y a toujours quelque chose qui rapproche à notre judaïté, à notre judaïsme. C'est incroyable, quoi. Que ce soit la foi, que ce soit même des gens qui sont très, très éloignés. Ouais. C'est dingue. Et donc, vraiment. Oui, bah vraiment, bien sûr. Et un jour, pour les 2 ans de Youssef Reim dans les tunnels, donc c'était son 2e anniversaire dans les tunnels, son père a organisé un anniversaire. Et donc Daniel, il me dit viens avec moi, et donc je filme l'anniversaire et je rencontre le père et on parle de Emouna et du fait de croire. Et en fait, son père, il raconte qu'il a entendu que dans les tunnels, son fils, même dans les tunnels, essayait de garder la Torah comme il pouvait et de garder les mitzvot comme il pouvait, etc., etc. Et moi, j'entends tout ça et je filme en même temps. Et un jour, il y a un accord. Moi, j'ai toujours pas compris cet accord. Honnêtement, j'ai pas compris comment c'était comme ça et ça s'est retourné comme ça. Et j'ai pas compris. Ouais. Et je comprends toujours pas comment c'est possible. Moi, je me suis dit, ça y est, voilà, ils vont mourir. Ils vont mourir, c'est fini. Et pour moi, cet accord, c'est un vrai miracle. Je comprends toujours pas comment c'est possible qu'on ait fait sortir les 20 vivants comme ça. Mais en tout cas, ils sont sortis. Et donc, tu t'es dit... Et donc, je me suis dit... Donc, à ce moment-là, Daniel, il était très pris, etc. Donc, dans le film, on a plusieurs survivants. Donc, j'ai pris une autre survivante, une dame qu'on avait amenée à la Knesset pour parler pour les otages, etc. Je l'ai amenée au Kikara Chatoufim pour qu'elle voie la sortie des otages. Et je voulais avoir ses réactions, etc. Mais après le... C'est comme si tu vivais un film dans le film, en fait. Exactement, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Non, mais vraiment. Et donc après 2 mois, Daniel était aussi aux États-Unis et il me dit voilà, on va organiser une soirée pour le retour pour Hanouka, pour le retour de Youssef Reim. Et moi je me dis il me dit tu vas venir filmer évidemment, c'est toi qui viens filmer pour ton film. Et je lui dis OK et je lui dis mais est-ce que vous allez lui donner des cadeaux? Il me dit oui. Et je réfléchis, je me dis mais j'aimerais bien lui faire un cadeau moi aussi parce que j'ai tellement entendu parler de lui, c'est comme si que je le connaissais. Et je lui dis d'ailleurs après quand j'ai rencontré Youssef Reim, je lui ai dit la première chose que je veux te dire c'est que je t'aime. Je lui dis parce que quand on a prié pour quelqu'un, on l'aime. On peut pas prier pour quelqu'un si on l'aime pas. Exact. Et je me suis dit j'ai tellement prié pour lui que je veux lui faire moi aussi quelque chose. J'ai l'impression de le connaître. Et j'ai cherché quoi et j'ai appelé Daniel et je lui ai dit est-ce que Youssef il a $1 du rabbi?
Et pourquoi tu as pensé au rabbi? C'est quand même incroyable. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille Chabad, j'ai grandi Chabad, et que quand j'étais petit, j'ai rencontré le rabbi, et que je dis souvent, je dis que moi, j'ai pas besoin de... Et souvent, il y a des gens qui vont au 770, qui racontent des histoires du rabbi, etc. Et moi, j'ai eu le rabbi à 10 cm du visage. Et en fait, je dis toujours, j'ai pas besoin d'aller au 770, j'ai pas besoin moi, j'ai juste à fermer les yeux, je vois le rabbi. Et pour moi, le rabbi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui t'a aidé toute ta vie? C'est quelque chose qui m'a aidé toute ma vie, bien sûr, et qui m'accompagne dans les moments les plus durs ou même les plus... Je vois le rabbi tout le temps, le rabbi, il est avec moi. C'est pour ça que tu as voulu partager, j'ai voulu partager ça, de protection voilà. avec lui, Exactement. avec cet otage qui est sorti de l'enfer. Et voilà, et je lui dis, est-ce qu'il a $1? Et il me dit, il a le dollar de son père a reçu $1, mais lui n'a pas $2 du rabbi. Et je me mets à chercher. Et c'est dur à trouver aujourd'hui. C'est dur à trouver. Il y en a certains qui les vendent, il y en a qui les donnent, mais il faut expliquer la cause, etc. Et donc, j'appelle des copains d'enfance qui étaient avec moi au Cheder et je leur dis, est-ce que vous avez peut-être $1 à me donner? J'ai un otage, etc. On me dit, ouais, je te rappelle, il faut que je cherche. Il y en a qui me dit, je vais appeler à New York, etc. Mais ça se passe pas et ça traîne. Et moi, j'aime pas quand ça traîne. J'aime quand j'ai des idées que ça arrive tout de suite. Et à un moment donné, j'appelle un des rabbinim que je fréquente, qui est Chabad à Tel Aviv, le Rav Daniel Nakash. Et je lui dis, je lui explique l'histoire. Et je lui dis, peut-être tu as des $, toi. Et il me dit, rappelle-moi ce soir. Et je le rappelle. Et il me fait un FaceTime. Et il cherche dans son armoire. Il cherche des $. Il me déroule les dollars en live, en fait, sur le FaceTime. Et il me dit, voilà, ça, c'est $1. J'ai pas la date exactement. Mais ça, c'est un autre $, etc. Je connais pas les histoires. Il me dit, attends, je crois que j'ai un autre $. Il se met à fouiller. Et il sort dans un papier en plastique. Et il me dit, voilà, j'ai $1 et il y a une date dessus. Et moi, j'étais presque déçu sur le coup. Je me dis, une date? Pourquoi c'était important d'avoir $1 avec un message, avec un mot, avec quelque chose? $1 avec une histoire, avec quelque chose. Je voulais pas Stam lui donner $1. Je voulais lui donner $1 qui le touche. Et en fait, il me dit, il y a une date. Et moi, j'étais un peu, une date, ok. Je pensais qu'il avait peut-être une histoire sur le $. Des fois, les gens ils écrivent quelque chose. On sait pas. Et j'étais presque déçu, donc j'ai raccroché. Je lui dis, bon, je te rappelle plus tard. Je la rappelle quelques jours après. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Je vais pas demander la date, etc. Je rappelle, dis-moi, c'est quoi la date sur le $? Et il me dit, il cherche, et il me dit Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Et moi, dans ma tête, je dis Rosh Chodesh Mar Cheshvan, Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Ok. Je lui dis, et c'est quoi l'année? Il me dit 1991. Et je dis rien, et je cherche en même temps sur un calendrier Rosh Chodesh Mar Cheshvan 1991. Ça tombe le 8 et le 9 octobre 1991. Et là, je lui ai rien dit au Rav. Mais à l'intérieur de moi, c'était genre une explosion. Il me dit au téléphone, il me dit, Nissim, t'es là? Je fais, ouais, je suis là. Et je lui dis, c'était quand que je peux passer prendre le $? Il me dit, je te vois ce soir, et il me donne le $. Ça avait quoi comme signification pour toi? En fait, pour moi, c'était comme pour lui dire, bienvenue dans le jour d'après. Et je me disais tout le temps, d'ailleurs, quand les T'as été kidnappé le 7 octobre, et là, je te donne $1 du 8. Et bienvenue dans le jour d'après. Tu n'es plus dans le 7. T'es dans le 8. Et je me disais toujours, moi, quand ils vont sortir, on sera dans le jour d'après. Tant qu'ils ne sont pas sortis, on ne peut pas être dans le jour d'après. On ne peut pas reconstruire tant qu'ils ne sont pas là. Et maintenant qu'ils sont là, et quand ils seront sortis, on sera dans le 8. Et en fait, voilà, ça tombe le 8 et le 9 octobre. Et quand je lui donnais ce $, je lui expliquais ça. Et il était très ému, et moi aussi. Une très jolie photo d'ailleurs, voilà, de vous deux en train de vous enlacer. Voilà. Et du $. Et du $. Et c'est ça l'histoire. C'est une très très belle histoire, et surtout ton engagement auprès des survivants est aussi très belle. Tu soutiens bien évidemment l'association de Daniel Charabi qui aide les survivants de la Nova. C'est important de le dire aussi. En tout cas, merci de nous avoir raconté toutes ces histoires autour des survivants. C'est vraiment un thème qui t'anime depuis plus de 10 ans, 13 ans même je crois. Donc on te souhaite de pouvoir mener tous tes projets à bien. Merci beaucoup. Et de pouvoir retrouver les fonds pour finir ce très beau documentaire qui s'appelle Born for Life. Je répète, je mettrai un petit lien si on a envie de t'aider. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. Merci à toi. J'espère qu'il va bien, Youssef Chaim Ohana. Je pense, ouais. Et qu'il profite de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.